Alors, toujours sur le Mali, alors on parlait des exactions extrajudiciaires commises par l'armée malienne et burkinabé, et citées aujourd'hui par l'ONU dans cette note qui s'inquiète de la progression et le nombre élevé des cas de violence et de meurtres dans le pays, dans le centre précisément du Mali. Oui, vous savez, ces exactions de l'armée régulière contre sa propre population remet aujourd'hui en cause le fait qu'au Burkina, parce que le Burkina aussi a été cité, remet en cause cette question de pouvoir organiser les groupes au niveau même des localités pour qu'ils prennent la relève, où on les a même armés. Or, ces gens-là ne sont pas suffisamment formés sur les questions de droits de l'homme, etc. Et lorsqu'on arme comme ça des gens qui ne sont pas suffisamment formés, ça peut être des armes non sophistiquées comme ce que utilisent les armées, etc. Cela peut aussi être la cause de ces genres d'exécutions, parce que beaucoup avaient refusé le fait qu'on puisse armer ces gens-là. Il faudrait de toutes les façons, lorsqu'à partir du moment où les pays sont organisés à pouvoir donc faire face au terrorisme, autant augmenter les effectifs que de pouvoir donc les pousser à ces localités-là. C'était dans l'objectif de joindre la population à cette lutte. Non, de toutes les façons, les soldats sont les effectifs sont toujours issus des populations. Oui. Donc moi, j'estime que si, parce que les gens ne sont pas forcément armés, ce n'est pas gratuitement. Et la population, je crois qu'il faudrait réellement augmenter l'effectif en voulant donc poster ces gens-là, ces lieux assez névralgiques, parce que quand ça commence comme ça risque encore de s'étendre, parce que vous avez vu au niveau du Tchad où les gens, il y a des gens qui ont été donc emprisonnés, on les a vus mourir dans les cellules, rien n'a été dit jusqu'alors, quand bien même que les organisations de la société civile, etc., ont crié à l'aide, personne n'a dit rien. On l'a également revu encore au Burkina Faso. Ça risque de continuer ainsi, parce que ces gens-là, on estime qu'ils pèsent sur eux donc des indices assez probants qui puissent donc laisser présager que voilà, ils étaient donc en contact avec des groupes armés pour déstabiliser l'armée régulière, ce qui n'est pas tout à fait suffisamment le cas, parce qu'au niveau surtout du Tchad, qui n'est pas aujourd'hui cité, mais on constate d'abord également qu'il y a donc des exécutions de l'armée régulière sur les populations, parce que vous en souvenez qu'au début de ce terrorisme dans celui-là, Idriss Déby a fait donc lever la loi sur comment l'appelle-t-on, vient Tommy l'a évoqué tout à l'heure, comment l'appelle-t-on, c'est la lutte contre le djihadisme. La loi sur les tueries, et ce que nous avons voté, vous avez évoqué tout à l'heure. Ah oui, la peine de mort. La peine de mort. Il a donc relevé et donc a exécuté les gens à Blé Rouge. Donc c'est vrai que cela peut être des motifs de pouvoir ramener les gens à pouvoir comprendre que vraiment il y avait donc l'armée tchadienne qui s'occupait, mais on a vu la communauté internationale, il n'y avait pas eu assez de réactions. Vous savez, il y a la Convention de Genève. En fait, il a fait lever ça par l'Assemblée nationale. L'armée peut livrer la guerre, effectivement, à tous ceux qui viennent l'attaquer ou attaquent sa population. Ça fait partie, effectivement, de la mission des forces de défense de chaque pays. Le problème, effectivement, avec les populations armées, c'est un problème de stratégie. Il ne s'agit pas de distribuer des armes à des groupes organisés. En tout cas, ils reçoivent une formation, même si elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante. Mais ils reçoivent quand même une formation. Mais ce qu'il faut plutôt, c'est amener les populations à la base à collaborer pour démasquer très tôt, effectivement, au niveau des renseignements, les coûts en préparation. Donc, c'est plutôt un problème de renseignement. Nous avions proposé, entre-temps, au service de renseignement et de sécurité de nos pays d'Afrique pour pouvoir lutter efficacement contre le djihadisme, le terrorisme, les attaques extrémistes, les attaques des fanatiques. Il faut collaborer avec les chefs religieux. Les chefs religieux, les chefs traditionnels, les responsables d'organisations au niveau local. Puisque on ne peut pas, dans une communauté, ignorer effectivement qu'il y a eu des étrangers. Alors, les premiers qui peuvent effectivement vous informer qu'il y a quelque chose, ou informer la sécurité, c'est les populations elles-mêmes. Dès qu'elles constatent qu'il y a quand même des opérations pas régulières, ces populations peuvent vous informer pour qu'on puisse aller effectivement à l'attaque s'il le faut. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le Mali, le Burkina Faso fassent des enquêtes sur ces exécutions extrajudiciaires
et que les coupables soient punis suivant la loi pour que cela serve d'exemple aux autres. Parce qu'on ne peut pas dire nous sommes en guerre contre le terrorisme, nous sommes en guerre contre le djihadisme et on peut se permettre d'exécuter des gens sans passer par le tribunal, sans passer par la justice. Ça n'arrange pas l'Afrique. Oui, moi je disais... Avant de terminer. Oui, je vais terminer. Enfin, je disais que, en fait, aujourd'hui, et je me pose une question. Et pourquoi est-ce que c'est dans les États africains, la plupart des États africains, que ces actes de violation des droits de l'homme, en fait, sont plus récurrents? Il y en a aussi aux États-Unis. Oui, hein. Il y en a partout dans le monde. Il y en a aux États-Unis, peut-être en Israël, la Palestine. Même en Oui, France. je vais aller au bout de Oui. ma non-analyse, hein, pour dire que, en fait, quand on parle du djihadisme et de terrorisme que nous connaissons dans la plupart de ces pays sahéliens, du sud du Sahara et tout, nous savons aujourd'hui qu'il y a quand même des mèches qui sont derrière ce djihadisme. La déstabilisation de la plupart de nos États africains puise ses racines De l'Occident. sur l'Occident, mais qui sont toujours restés des motifs inavoués. Mais pas chaque fois. Pas chaque fois, je Puisque dis, l'Occident pas des fois. même mène la guerre au terrorisme Oui, et bon, au djihadisme. Peut-être que- là, ce que je dis, Oui. on ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'il y a une force. Et, par exemple, quand vous prenez la Au Nicom, Mali, par exemple, oui. qui ne peut pas aujourd'hui dire qu'on ne peut pas aller au bout de ces djihadistes. Non, c'est pas possible. Non, Donc même- ça veut dire non, même- qu'aujourd'hui, c'est pas- vous savez, oui, c'est pas attendez, d'emblée. aujourd'hui, C'est peut-être assez, un Les peu pesanteurs plus liés, complice. donc, Ouais, c'est ouais, plus sont- compliqué, sont- c'est plus complexe. très Et c'est complexes. pourquoi je dis, si vous voyez les États qui sont derrière ces groupes-là, c'est plus que ce que Non, nous sommes est-ce en qu'il y a train de des discuter. États réellement? Il peut y Oui, avoir il peut des avoir- individus, des vendeurs Non, pas d'armes, des individus, il peut y des avoir États, même des des États, personnalités, des intérêts. mais les États, c'est un État productif. cautionné à visage bon, découvert. c'est difficile. Comme je l'ai dit, ce n'est pas... Mais on sait qu'il y a des... Non, il peut y avoir des chapelles, il mais- peut y avoir mais des prenez- chapelles sur Oui. lesquelles ils se... Parce que ce sont des gens Mais qui sont... prenez pas un des pays intérêts. comme Vous savez, quand- Donc, prenez un c'est- pays comme le c'est- Nigeria. Le Nigeria, des djihadistes, des extrémistes ont enlevé des filles et 2 ans, 3 ans après, plusieurs mois après, on n'arrive même pas à localiser Oui. là où ils se trouvent. Inadmissible. Alors que quand on prend l'armée du Nigeria, c'est quand même une armée plus aussi puissante, puissante. Et comment Et- expliquez-vous cela? Et voilà, En fait, c'est ça la c'est le difficulté. problème parce que vous savez que ce soit en France, en Espagne ou en Italie ou même aux États-Unis, il y a eu des attaques extrémistes qu'on n'a pas pu prévoir. Donc là, le djihadisme et le terrorisme, c'est quand même un problème épineux. C'est Où une tous les graine États sont de sable concernés, je dans, ne vois pas dans les du tout. souliers de tous les De toute États. façon, C'est ça depuis les mots ne que peut nous pas avons actuellement être, ça dans ne le peut monde. pas être décrété. Il n'y a pas plus qu'hier d'ailleurs, même si ce n'est pas un acte terroriste. C'est vrai que le cas terroriste est assez écarté, plus qu'hier, où il y a eu donc des prises d'otages encore en France. Ouais, Quand ouais, bien ouais. même que l'État a tous les moyens pour pouvoir donc prévenir ce genre de choses. Mais il y en a toujours. Dans nos États, j'estime qu'aujourd'hui, il faudrait nécessairement que la population joue sa partition côté Oui, des il faut armées associer régulières. la population S'associer réellement. à la lutte. Et c'est une question également d'éducation et de moralité. C'est vrai sensibilisation. qu'on y a joint à ces facteurs que nous venons de citer souvent, la gouvernance qui a été terrasse, parce que les gens, lorsqu'ils sont débordés, ils ne savent pas à quel sens se vouer, donc ils se livrent à ces genres d'actes-là. Donc j'estime qu'il faudrait quand même qu'on puisse aussi revoir la gouvernance de nos États, qui ont été la plupart du temps cités, surtout lorsque nous prenons ces États du Sahel. Je pense qu'aujourd'hui, les États sont assez outillés pour savoir que la mauvaise gouvernance influe également ce que ces groupes armés-là ne puissent pas donc pouvoir puiser toujours des ressources au sein de l'armée pour venir réellement attaquer l'armée régulière. Et ça, j'estime que nos États devaient, à l'avenir, pouvoir donc évoquer la question d'éducation, la question de la bonne gouvernance, et ce sont des facteurs qui sont dans des facteurs. Et la On risque justice, de le la voir. justice Ouais. aussi Oui, doit naturellement, faire son naturellement. travail Ouais, pour faut que situer les les forces armées de responsabilités. défense aient confiance qu'en livrant effectivement ce qu'elles ont Ouais, pu ouais, ouais, arrêter, très important. il y aura un procès en bonne et due forme et que ces personnes, si Un elles sont procès légal, coupables, soient, surtout. voilà, Le procès soient vraiment condamnées. Les gens ne sont pas Alors, toujours restés impunis. on parle de la Guinée, toujours dans Regard croisé, compteur à zéro. Le parti du président guinéen Alpha Condé lui a demandé jeudi de briguer un 3e mandat lors de la présidentielle d'octobre. Lui a dit prendre acte sans formellement s'engager, mais tout en esquissant déjà une ébauche de programme centré sur les femmes, les jeunes et les plus démunis. Alors,
Adam, oui. Alpha Condé... Oui, il maintient le suspense, il maintient le suspense. Toujours le suspense. Oui, donc même pour les inconditionnels, je pense qu'il n'y a plus de doute à se faire. Alpha Condé serait donc candidat à sa succession pour un 3e mandat. Mais moi, la question que je me pose, est-ce que le réel problème se situe là? Aujourd'hui, j'estime que avant même les modifications constitutionnelles, bon, le cas de la Guinée essentiellement n'est pas un cas évocateur parce que aussitôt qu'on a donc brandi la question de modification de constitution, beaucoup d'acteurs politiques et de la société civile ont directement brandi le fait qu'Alpha Condé avait donc les intentions de pouvoir donc briguer un 3e mandat. Voilà pourquoi donc il avait donc évoqué la question. Mais lorsqu'on prend pendant le cas ivoirien, ce n'était pas le cas. Alassane Ouattara a estimé que il est, après un certain nombre d'années, après donc un certain nombre de facteurs évoqués, il était de bon ton de pouvoir donc réadapter nos tests fondamentaux par rapport donc à l'évolution politique du pays. Mais aujourd'hui, d'abord, ailleurs, on évoque aussi le fait que on note la limitation d'âge, etc. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, est-ce que le fait que Alpha Condé brigue un 3e mandat ne permet donc à la population de ne plus faire un choix judicieux? Je n'en pense pas. Aujourd'hui, je pense que la réponse revient donc au peuple. Au lieu de toujours continuer par manifester en tuant, parce qu'il n'y a pas de manifestation lorsqu'on prend la Guinée, il n'y a pas de manifestation qui ne puisse pas déboucher donc à des morts d'hommes, etc. On peut réellement économiser ces morts d'hommes-là en réellement, si nous avons réellement une opposition, surtout l'opposition malienne est assez forte, parce que lorsque nous prenons celui d'Alé Diallo, il a une popularité incontestable devant le président Alpha Condé. Mais aujourd'hui, il n'appartient pas de pouvoir donc économiser ces morts-là, de pouvoir donc aller pour que la population puisse sanctionner Alpha Condé dans les urnes. Voilà, moi, toutes les inquiétudes que je pose à cette question-là et que je n'arrive réellement pas à comprendre. Parce que on évoque la question de limitation d'âge. Or, l'âge, aujourd'hui, il y a le président Bédié qui le disait. Je pense que l'âge ou les mentalités de chaque président dépend de la manière dont vous êtes entretenu. Il y a des gens qui font 80 ans, lorsque vous les voyez, ils sont toujours jeunes par rapport à quelqu'un qui fait pendant 60 ans. Donc, toutes ces questions-là, je pense que le dernier mot revient à la population et on peut réellement s'asseoir parce que, d'abord, si cette question du 3e mandat qui se pose aujourd'hui, que ce soit à Côte d'Ivoire et en Guinée, puisque c'est les 2 cas aujourd'hui qui sont là, est-ce qu'il y a eu toujours donc des dialogues qui ont donc permis à ce qu'on puisse s'entendre, avoir une convergence de vues sur un certain point lié donc à ces constitutions-là? Pourquoi ces questions-là, le fait que de remettre les compteurs à zéro n'étant pas évoqué lors de ces assises-là et que même l'opposition laisse et que le moment venu, il brandit ça donc pour aller donc aux manifestations, avoir des morts d'hommes, etc. Voilà un peu moi les inquiétudes que moi je me pose à ces questions-là, en disant que forcément l'opposition, s'il admet aujourd'hui que Alpha Condé n'a pas le droit de pouvoir donc briguer un 3e mandat, lui-même il en est aussi comptable parce qu'il a aussi participé à ces dialogues-là qui ont conduit donc à ces modifications de constitution. On pouvait donc évoquer ces cas-là, les discuter réellement si le compteur devait être à zéro ou pas. Cela n'a pas été le cas et nous voici devant les faits accomplis. En tout cas, le RPG a déjà compte déjà sur son champion. Vous pensez également que Alpha Condé il va pas peut-être surprendre le monde politique? Non, il va pas surprendre. Vous savez, il y a déjà la fumée, il n'y a pas de fumée sans feu. Alpha Condé est déjà candidat. À mon avis, aujourd'hui, rien ne peut encore retenir Alpha Condé à être candidat, à s'être déclaré candidat. Alors, et ce qui, moi, me cœur un peu, je ne sais pas pourquoi Alpha Condé, que tout le monde a admiré à l'époque, qui a lutté corps et âme pour ramener... Pour ramener en 2010, les époques ne sont pas les mêmes. Pour ramener le pouvoir. Non, les époques ne sont pas les mêmes. Pour ramener le pouvoir, malgré la lutte effrénée qu'il a menée dans ce pays, jonché de beaucoup de choses aujourd'hui. Le premier président élu démocratiquement en Guinée, aujourd'hui se jette dans ce bordel. Je crois que ça fait mal. Alors, Alpha Condé, à mon avis, n'avait pas besoin de modifier la constitution pour reprendre le compteur à zéro. C'est vrai que les prémices, les gens, quand le faisaient, avaient des intentions ou disaient que non, que c'était peut-être pour briguer un 3e mandat. Et si les gens lisent les langues,
pour dire que non, est-ce que c'est vrai? Pourquoi est-ce qu'il le fait? Je ne pense pas, je ne donne pas vraiment du crédit à cet acte-là qu'il a posé et qui aujourd'hui peut le rattraper parce que quand vous regardez déjà, vous voyez déjà que le pays, depuis pratiquement des mois durant, il y a des manifestations par rapport à cette modification constitutionnelle pour qui donnait des signes à Alpha Condé d'être candidat, de s'être déclaré candidat. Et aujourd'hui, il veut toujours garder cette renommée d'un président élu démocratiquement, le premier président élu démocratiquement en Guinée, je crois qu'il vaudrait la peine qu'il ne se présente pas pour un troisième mandat. Maintenant, l'autre aspect de la chose, et l'opposition sait, où nous savons généralement que dans les États africains, il est difficile à un président sortant d'organiser des élections et les perdre. Ce n'est pas parce que les institutions ne sont pas fortes. Oui, il y a des exemples. Oui, il y a des exemples. Je dis, il est un peu difficile d'organiser des élections et de les perdre. C'est lui qui organise des élections, ce n'est pas facile pour lui de les perdre. Et donc, dans ce cas, les gens ne comptent pas beaucoup plus sur les institutions pour pouvoir gagner. Comme l'a dit Adam tout à l'heure, c'est vrai que le peuple est derrière Céline Alain Diallo. Et c'est vrai que tout peut militer en sa faveur, mais généralement dans nos États africains, les gens craignent parce que, bon, un président sortant qui se déclare candidat, on se dit il est par favori. Alors, c'est pourquoi je dis que pour peut-être donner une certaine stabilité à nos pays africains, il va falloir que nos chefs d'État africains puissent penser à cet aspect de la chose. Et penser que, vous savez, le pouvoir, après le pouvoir, il y a une autre vie. Il ne faut toujours pas être saoulé par le pouvoir et mettre le peuple devant des situations actuellement qui donnent des signes invivables. Hein, parce que quand vous regardez déjà en Côte d'Ivoire, vous voyez ce qui est en train de se passer. Regardez au Mali, toutes les fois, c'est des organisations qui s'organisent, c'est des bastonnades et tout. Je crois qu'il va falloir préserver cette tranquillité-là au niveau des États et pour que chaque personne ou chaque président qui, après son départ, puisse partir avec un carnet d'adresses qui soit beaucoup plus dense et au bénéfice du peuple qui prétend gouverner. En tout cas, en Guinée, il n'y a pas une tranquillité parce qu'il y a plusieurs mois que les contestations contre ce troisième mandat, justement, ne cessent de se multiplier. Les manifestants dans les rues chaque week-end. Alors, Vivien, vous pensez, avec beaucoup le pensent aussi, que un troisième mandat déclaré, ou bien une troisième candidature, une troisième candidature déclarée d'Alpha Condé pourrait encore mettre de l'huile sur le feu, quand on sait tout ce que ce pays traverse actuellement avec des contestations dans les rues et tout le reste. Je pense que c'est pour éviter effectivement que le président Alpha Condé ne soit en droit de se présenter pour un troisième mandat que les organisations de la société civile, des partis politiques avaient manifesté de par le passé. Mais aujourd'hui, M. Condé a la possibilité de se présenter. Et moi, je lis, quand on dit je prends acte, je lis une acceptation. Parce que si tu ne veux pas, tu dis je suis désolé, je préfère donner ça aux jeunes, comme quelqu'un nous avait trompé ici en Afrique, en disant je préfère passer le témoin à la jeunesse, mais on pose des conditions, on dit si Kofi et Komlan se présentent, moi aussi je me présente aussi. Je crois qu'aujourd'hui, Alpha Condé, qui était le médiateur du Togo dans notre crise, devrait effectivement aller au-delà de ce que son intérêt personnel ou son parti lui demande. Quand on veut être un grand homme, on n'est pas obligé de mourir au pouvoir. Vous savez, quand nous reprenons le cas de Nelson Mandela, beaucoup pensaient que M. Mandela allait s'éterniser au pouvoir. Et on lui donnerait même droit parce que c'est le plus vieux prisonnier politique du monde. 27 années d'internement. Et après 27 ans en prison, tu viens et tu acceptes de partir toi-même pour laisser d'autres personnes diriger. Il faut avoir un cœur d'homme d'État. Et c'est ce qui manque aujourd'hui pour certains dirigeants. Ce n'est pas obligatoire de mourir au pouvoir. Il faut plutôt s'imposer par son travail. On peut devenir ancien président et continuer par contribuer au développement de son pays. Si nous prenons le cas de Didier Rollis, aujourd'hui, sur plusieurs sujets, Didier Rollis est consulté.
Et moi, ça me plaît beaucoup de voir tous les anciens présidents ghanéens se réunir pour accueillir tel ou tel président, discuter ensemble, déjeuner ensemble avec d'autres personnalités invitées dans le pays. Alors, pourquoi certains pays ne veulent pas faire la même chose? Il faut donner la chance à l'alternance. Tu as dirigé pendant 2 mandats. Laisse d'autres personnes aussi diriger. Mais comme c'est devenu une contamination, il faut que le peuple s'organise. Il faut que les partis politiques s'organisent. Pas pour aller faire de la violence, mais il y a ce qui s'est passé chez monsieur, comment on appelle ça, le président de Guinée, je crois. Oui, Adama Barrow. Oui, comment on appelle le pays, la Guinée. Gambie. La Gambie, voilà. Yaya Jammeh. Ce qui s'est passé avec Yaya Jammeh. Il a dit que l'opposition n'a qu'à s'unir pour battre M. Condé dans les urnes. Parce que ça aussi, c'est la politique. Si vous ne pouvez pas l'empêcher de se présenter, c'est la démocratie. Si vous ne pouvez pas l'empêcher de se présenter, organisez-vous, mettez effectivement les moyens au niveau de la ressource humaine, au niveau aussi de la ressource financière, mobilisez effectivement la population, dites si vous êtes sûr que vous n'êtes pas d'accord sur le 3e mandat de M. Condé, allez voter. Mais parce que ce qu'on remarque, c'est que quand les présidents qui sont au pouvoir annoncent un 3e mandat, tout le monde est contre, il y a effectivement des oppositions, mais par la suite, quand on fait les élections, c'est le président sortant qui en sort avec plus de 50%. Et l'opposition se retrouve derrière. Peut-être qu'on rejoint également. Oui, c'est ce que je disais, parce que vous savez difficile de pouvoir emporter. Non, ça, je ne suis pas d'accord. En fait, ce que nous disons, on peut organiser des élections et les perdre. C'est le peuple qui décide. Le problème est que qui il veut, disons, prenne le fauteuil. Au départ, il faut dire tout de même que la population conteste parce que ce pays, la Guinée, est un pays où la population, plus de la moitié en tout cas, vit dans la pauvreté malgré qu'ils ont un sous-sol assez riche. Non, vivent dans la pauvreté, mais il y a dans cette population même ceux qui vivent même en dessous du seuil de l'extrême pauvreté. Ouais. C'est-à-dire que leurs ressources journalières ne leur permettent pas de pouvoir donc assumer leurs besoins de la journée. Mais je reviens sur l'autre question. On a cité le cas de la Gambie. Vous esquivez ma question alors? Non, je reviens. Okay. Le président a organisé les élections, il les a perdues. Même au Nigeria ici. Et quand il a voulu faire la force, la CEDEAO, la Guinée-Bissau, le président a organisé les élections, il les a perdues. Au Ghana, le président sortant a organisé les élections. J'en passe. Il y a beaucoup de questions. Il n'a pas dit impossible, mais il dit difficile quand même. Non, en fait, le grand problème en réalité, c'est le fait de penser que le président sortant, lorsqu'il organise les élections, est en droit de pouvoir forcément les gagner. En réalité, c'est cela. En fait, c'est le peuple qui décide. On essaie un peu de travailler la population à cette donne-là, sans pour autant savoir qu'il faudrait réellement mettre les pesanteurs en sa faveur de pouvoir organiser la population. Si vous estimez que le peuple, comme la plupart des oppositions aiment le dire, que voilà, le peuple, c'est le peuple qui décide, qui ne veut pas qu'Alpha Condé se présente aux élections. Si vous estimez que vous avez réellement ce peuple-là derrière vous, et que ce peuple-là conteste la candidature d'Alpha Condé, puisque c'est ce peuple après tout qui décide. C'est elle qui vous donne... L'organiser, il faut motiver, il faut mobiliser le peuple. Aller battre le président sortant parce qu'il est tacite, il tient donc à sa position de pouvoir briguer ce 3e mandat, de le battre. Et malheureusement, nos oppositions ne sont pas dans ce vocable-là. Ils essaient donc d'estimer que voilà, c'est lui qui organise les élections. Beaucoup de citoyens boycottent même les élections parce que ils se disent, le président sortant a déjà gagné. Il a gagné. En politique, il faut affronter dans les urnes et gagner et montrer que, attention, la population n'est pas d'accord sur votre 3e mandat. Et ça, c'est un problème. Malheureusement. Si vous me permettez, je vais faire peut-être une petite... nuance par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Pour dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez déjà un pays où la constitution est là, et on prétend peut-être dire, pour des raisons peut-être d'intérêt, on modifie la constitution et on pense se représenter. Donc déjà, l'idée de modifier là, il faut d'abord condamner ça. C'est ce que la population refuse. Ça, effectivement. Et pourquoi les dirigeants arrivent facilement à modifier justement, là, la question... L'Afrique a 2 problèmes. Il y a des pays où on a besoin de modifier la constitution pour que ça soit conforme à la démocratie. Et il y a des pays où on ne devrait pas modifier la constitution parce que ça ramène le pays en arrière, parce que ça ramène le pays quand même à l'état de non-démocratie. Aujourd'hui, comment est-ce que la politique se fait dans nos pays africains pour que
si on veut modifier la Constitution suivant que ça t'arrange, on le fait sans problème. Pourquoi? Non, le problème, c'est On boycotte pour les élections. On peut sauter le Si verrou. les opposants On peut si sauter le les verrou. opposants boycottent les élections législatives, ceux qui sont au pouvoir seront toujours en force et ils vont modifier la Constitution. Parfois les Non, élections... là, les législatives, justement, par rapport au contexte que nous avons. Non, on ne boycotte pas les élections. Non, il faut pas Moi, je suis contre boycotter les élections. les contestations. Il faut aller aux élections. Il faut s'organiser et gagner les élections. Je vais aller. Je suis contre le boycott des élections. Toute élection, en principe, ne devait pas être boycottée. Maintenant, ce que moi, je condamne, quand nous savons que déjà la Constitution est là, qu'elle souffre de peut-être certaines difficultés, qu'il faut revoir des touches ou peut-être adapter cette Constitution à la réalité ou pour faire avancer le pays, je crois qu'il faut inviter toute la population. C'est-à-dire qu'on parle du référendum. Je parle du référendum. Donc, c'est le référendum seul qui peut donner le quitus à la population de dire oui ou non s'il faut modifier cette Constitution. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais je crois que l'aspect premier, ça devait être le peuple qui devait décider de comment il faut changer la donne. Oui, mais c'est des personnes qui, effectivement, amènent le peuple est déjà représenté. Maintenant que ça se passe en dehors Sénat. du peuple, le peuple ne peut que se tenir debout contre ce qui va se faire à son gré, malgré tout. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec des manifestations en Guinée, en Côte d'Ivoire et tout ce que nous connaissons, c'est parce que les gens ne sont pas d'accord que, en fait, comment le dit, c'est que pour des raisons personnelles ou d'intérêt personnel, que quelqu'un puisse mettre tout un peuple en situation. Quand je parle de situation, c'est quoi? Parce qu'en modifiant la Constitution, et déjà peut-être celui qui modifie la Constitution a des prétentions. Je viens... mais ce n'est pas interdit non plus. Oui, ce n'est pas interdit de modifier la Constitution, mais dans l'intérêt, je parle de l'intérêt du peuple. Non, mais Peter, à part la Bible et le Coran, les textes fondamentaux peuvent évoluer. On peut l'adapter. Ce n'est pas interdit de modifier la Constitution. C'est le peuple qui peut décider. C'est le peuple qui peut décider en Nous sommes d'accord, c'est le peuple qui doit... On va observer la pause. Juste après le journal, on revient.